Bonjour, bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques inspirations de Henri Atlan, qui sont prises de son livre « À tort et à raison, intercritique de la science et du mythe », qui nous fait réfléchir un peu entre les conditions et les enjeux d'un dialogue entre différentes formes de savoir. À tort et à raison. Comme dans une blague qu'on attribue souvent, probablement à tort, au Talmud, un maître rendait la justice entre deux plaignants devant ses disciples. Au premier qui exposait son cas, le juge, après une longue réflexion, décida de donner raison. Mais quand le deuxième eut fini de plaider, le juge, encore après avoir réfléchi longuement, lui donna aussi raison. Aux disciples qui s'étonnaient alors que leur maître put ainsi donner raison aux deux versions contradictoires des mêmes faits, le juge répondit après une nouvelle et longue réflexion. En effet, vous aussi vous avez raison. Le but de cet ouvrage est de montrer qu'il existe plusieurs rationalités, différentes façons d'avoir raison, légitimes, bien que différentes, pour rendre compte des données de nos sens. Problème certes pas nouveau, mais dont la science contemporaine a renouvelé les termes, par la force tranquille et le triomphe modeste qui la caractérise en cette deuxième moitié du siècle. Omniprésente, rien de ce qui prétend au vrai sur le réel ne peut l'ignorer, tandis que le mythique, le religieux et le métaphysique sont toujours marqués du soupçon d'illusion, sinon de mystification. Il n'y a de vérité que scientifique, disait Bertrand Russell. Mais en même temps, procédant du particulier au général, la recherche de cette vérité se veut modeste, limitée par les conditions d'application des méthodes rigoureuses qu'elle se donne, à des objets qui leur sont adaptés, et pour cela soigneusement circonscrits et définis. D'où en même temps une certaine déception par rapport à l'espoir, au siècle précédent, d'une science qui expliquerait tout, qui de plus fonderait l'éthique, qui aiderait à vivre non seulement par le confort de ses retombées technologiques, mais en éclairant sur le vrai et le bien à la fois, qui dirait comment vivre à l'aide de préceptes en quoi l'on pourrait croire parce que scientifiques. Ils auraient enfin dissipé les ténèbres de l'obscurantisme et de la tradition. Aussi, derrière ces déceptions, une nostalgie. Remplacer la vérité du dogme religieux par celle du dogme scientifique. Et pour cela, réunifier en une grande synthèse lumière de la raison et illumination mystique. Le résultat, une mystique de la science pour laquelle à nouveau il ne peut y avoir de vérité que scientifique, mais qui ne se résigne pas à rester dans les limites étroites où veut la maintenir une pensée critique, conséquente, réfléchissant sur elle-même. D'où la bascule d'un scientisme matérialiste naïf dans de grandes synthèses spiritualistes non moins naïves, qui habillent les bribes de traditions mystiques vulgarisées d'un jargon pseudo-scientifique. Nous voulons donc défendre ici qu'avec raison nous distinguons les objets et les méthodes des sciences physiques, les sciences du vivant, les sciences de l'homme, aux intérêts et aux enjeux différents. Et aussi ceux de tradition mystique et mythique. Nous avons appris à reconnaître la possibilité d'une rationalité aux intérêts et aux enjeux encore différents. Et qu'à tort, certains ont pu tenter d'unifier tout cela dans la grande synthèse d'une connaissance initiatique où se dévoilerait une réalité ultime, éternelle et ubiquitaire. À tort et à raison, au nom de quoi? Au nom de la raison, bien sûr, mais d'une raison acrobatique et sans filet, qui ne peut plus se prévaloir d'un métadiscours, d'une métathéorie, métaphysique, métabiologique, métapsychologique ou autre. Car a-t-on raison de faire confiance en la raison? Si oui, à quelles conditions? Et sinon, comment savoir? La recherche de l'illumination par les nouveaux mystiques de ce siècle déçu du rationalisme cartésien fait suite curieusement à celle des Lumières. La chute d'une petite syllabe seulement sépare en anglais celle-ci de celle-là, l'enlightenment de l'enlightenment. Confusion néo-alchimiste qu'un besoin irrépressible de fonder l'éthique et la politique en vérité objective explique probablement. Dommage pour la recherche scientifique et pour les traditions mystiques. Remède possible, l'humour sérieux de la multiplicité et de la relativité, des jeux de connaissances, de raison, d'inconscient, de langage, de possible, réel, irréel, dont les transformations incessantes remplacent avantageusement la quête alchimique de la réalité ultime. Dans certains milieux, deux questions sont posées lorsqu'on apprend quelque chose de quelqu'un. Une dernière nouvelle, une dernière théorie. Est-ce que c'est sérieux? Et de quel lieu parlez-vous? La deuxième question jette déjà un doute sur le sérieux de la réponse à la première.
Celle-ci est posée au chapitre 7. Quant à celle-là, tout cet ouvrage tend à montrer qu'on peut et doit parler de plusieurs lieux différents. D'une science à partir de là où elle se pratique, du mythe à partir de ceux qui le vivent, et qu'il devient du coup possible de parler de l'un à partir de l'autre, et vice-versa. Relativisme encore, certes, mais non trivialité des individus qui préservent leur autonomie. Et la vérité dans tout cela, dira-t-on. Les succès écrasants mais aussi exaltants des techniques issues des sciences de la nature ont fait qu'à notre époque, il y a le scientifique et le reste. Nous avons cru qu'il n'y a de vrai que scientifique. Seule la science s'occuperait, sans s'illusionner, de recherche de la vérité sur la nature et sur nous-mêmes. Le reste, notre subjectivité dans nos passions, l'art et le mythe, sans parler de la religion, ne saurait être au mieux qu'ornemental, s'il n'est pas mystification. Dans la suite des illusions du siècle des Lumières, il nous a fallu les désillusions du XXe siècle pour comprendre que la vérité scientifique est, elle aussi, un ornement du réel. Elle nous éclaire, certes, mais nous la fabriquons pour cela comme en luminure ou un beau lampadaire. Celui de la blague, au-dessous duquel on cherche dans la nuit ce qu'on a perdu probablement ailleurs, parce que c'est le seul lieu où il y a de la lumière. Le réel n'est pas vrai, il se contente d'être. Et nous construisons une vérité autour de lui, puis une autre, comme un ornement. Non pas de façon arbitraire, bien sûr, mais en vue de certains objectifs. Pour atteindre une maîtrise objectivable de la nature, les contraintes sont celles de la méthode expérimentale et des fonctions logiques de vérité. Le succès dans l'atteinte des objectifs nous permet de continuer. L'échec nous conduit à changer d'objectif et construire, si nous pouvons, un autre lampadaire. D'autres buts tels que comprendre, expliquer, convaincre, aimer et se faire aimer, unifier notre vie intérieure et nos expériences objectives ou intersubjectives, faire régner la justice avec amour entre des personnes responsables, impose des contraintes différentes à notre construction de la vérité. Une certaine pudeur dans les dévoilements de la vérité nous la fait revêtir de voiles multiples mais appropriés. Il semblerait que la vérité toute nue ne puisse se contempler que sans parole et dans l'obscurité. Encore une fois, le relativisme défendu ici n'implique pas que tout se vaut et que tout se confond. Bien au contraire, les distinctions sur lesquelles il repose entre disciplines, entre domaines de légitimité, jeux aux règles différentes, etc., conduisent à d'autres distinctions, comme celle entre raison et déraison, ou entre la sagesse et l'imbécilité, et aussi entre éthiques différentes de vie, de connaissance. Ces distinctions sont indispensables comme point de départ si l'on veut avoir une chance d'atteindre, à l'arrivée, une certaine universalité de fait, qui ne soit pas un leurre par la confrontation et le dialogue des cultures. Seule une universalité de la pratique peut être atteinte, et non celle illusoire qui découlerait d'une universalité théorique posée a priori. Car les limitations des langages font que l'universalité ne peut pas être de concept et de discours, sauf, dans une certaine mesure, celle du langage scientifique justement, mais au prix de son immoralité et de l'aplatissement qui conditionne sa transparence et l'opérationnalité de ses techniques. Pour dépasser ces limitations, la seule universalité de valeur possible est celle qui se construit pas à pas à travers les luttes, la coexistence et le dialogue. Et la seule garantie en est la bonne volonté sans complaisance vis-à-vis de l'autre, de l'étrange et de l'étranger. Ce livre pose beaucoup de questions sur les conditions du dialogue et de l'ouverture au dialogue, fondamentalement donc aussi au pluralisme de la vérité, comme l'appelle Raymond Panicard. Je crois que c'est un des grands enjeux contemporains de réfléchir aux conditions, de s'ouvrir au savoir différent, aux manières d'être différents, et d'arriver petit à petit à dégager des méthodes, des manières de mettre en relation créatrice ces différents savoirs, ces différentes manières d'être, pour nous enrichir, puis aussi pour nous permettre de vivre ensemble en harmonie et en paix. J'espère que ces belles pensées vous auront inspiré en ce lundi 13 janvier 2014. Merci.